Bonjour tout le monde. Je n'ai pas de caméra tout de suite ce matin, ça va revenir dans un instant. J'espère que vous allez bien, mais je vous propose de commencer dès maintenant, parce qu'il est 11, il est plus que l'heure de commencer notre matinale. Donc c'est pas grave, vous ne verrez pas ma tête pour la première partie de ce live. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais j'espère que tout le monde se porte bien. Dans le chat de Twitch, salut Dougie, première fois sur le chat, bienvenue. Kraydak également, première fois sur le chat, pour toi aussi, bienvenue. Ce matin, on a un programme bien chargé, on a plein d'actualités à discuter. Le but, comme d'hab, de cette petite matinale cyber, ça va être globalement de regarder les titres cyber. Je vais essayer de les résumer assez rapidement, idéalement dans un futur proche. Je les publierai sur YouTube quand j'aurai le temps de les monter. Et puis on va regarder quelques titres, on va faire un focus sur quelques articles. Dès qu'il y a une petite zone d'ombre, on ira chercher dans les articles. Et puis on se donne un article un peu général et un article tech pour qu'on va aller regarder d'un peu plus près. Voilà pour ce plan. C'est parti. Voilà, le plan, il n'a pas trop bougé. Les nouvelles de cette semaine, d'abord il y a une nouvelle vulnérabilité Exchange, on y revient dans un instant. Exchange, c'est le serveur de mail de Microsoft, donc c'est une vulnérabilité qui va être très très impactante. C'est une très mauvaise nouvelle, et j'espère que tout le monde sera en mesure de patcher le plus vite possible. Ensuite, une petite nouvelle d'Edward Snowden. Edward Snowden qui est connu pour avoir fait fuiter des documents classifiés des États-Unis, qui s'était réfugié en Russie. Eh bien, il a maintenant la nationalité russe. Donc le truc qui fait rigoler tout le monde, c'est que c'est arrivé un jour avant la mobilisation partielle en Russie. Donc certaines mauvaises langues diront qu'il va devoir aller combattre en Ukraine. Mais évidemment ce n'est pas vrai. Normalement la mobilisation partielle ne concerne que les gens qui ont déjà fait leur service militaire, en théorie. Ensuite, on va parler d'Optus. On va revenir un peu plus précisément sur Optus, parce que c'est un... Hop, je me suis perdu. Voilà. C'est une grosse entreprise, une entreprise de sécurité, donc on va en parler un peu plus longtemps, vu que c'est un piratage assez impactant aussi. Salut également Bria Eros, bienvenue sur ce chat, bienvenue. Enfin, on va parler... enfin, non, pas du tout, parce qu'il reste plein de sujets. On va parler des hackers iraniens en Albanie.
c'est un document de l'agence de sécurité, de cybersécurité des États-Unis qui a identifié que des hackers iraniens s'étaient introduits dans les réseaux du gouvernement d'Albanie. Vous savez que l'Albanie avait été la cible d'une cyberattaque assez importante récemment, et les documents de cette agence du CISA, donc qui est l'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis, montrent qu'il s'agit de hackers albaniens. De hackers iraniens, je raconte n'importe quoi, je suis pas réveillé, je prends du café. Allez. Enfin, ensuite, Microsoft annonce vouloir se passer des mots de passe. On va y revenir également. On va voir quelle forme ça prend, quels sont les services concernés et comment ça se ferait techniquement dans la pratique. Ensuite, on parle d'un bug dans la Matrix. Autrement dit, le protocole Matrix qui sert à faire un réseau de messages chiffrés et décentralisés. Ce protocole souffre d'une vulnérabilité. On va aller regarder cet article un peu plus près. Pour le coup, c'est l'article scientifique. On va pas lire la publication scientifique, hein, évidemment, mais on va aller regarder ce qu'elle raconte. Il y a des titres en plus. Cette semaine, j'ai fait du RAB. On va parler de l'échange de crypto-monnaies Transit. Et Transit, donc c'est un échange de crypto-monnaies qui a été piraté pour une somme modique de quelques millions en crypto-monnaies qui ont été dérobées. Et les swaps, on verra que ça arrive assez régulièrement qu'ils se fassent pirater parce que ce sont des plateformes d'échange, mais qui sont elles-mêmes des smart contracts. Donc elles sont exposées à évidemment une mauvaise configuration ou un mauvais interfaçage avec la blockchain qui est en dessous. Ensuite, on va parler du Ghana, dont la compagnie d'électricité a été piratée. Et puis, on va parler finalement de Nancy Pelosi, Taïwan et APT27. Un peu d'activité dans le Pacifique, en Asie, ça faisait longtemps. Et après ça, évidemment, on va faire le petit focus technique. On va regarder la loterie des ransomware, qui s'est pris le ransomware cette semaine. Et on va faire la méditation cyber. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là les semaines précédentes. L'idée, c'est de faire une petite méditation, mais cyber. Voilà. Vous verrez dans un temps ce que ça veut dire. On n'est pas très nombreux sur YouTube. J'ai bien ri avec cette annonce. Déjà que Microsoft sache faire Teams avec du chiffrement, après on verra. Ouais. Oui, on en a parlé il y a 2 semaines, déjà dans la matinale, ouais, c'est très embêtant de pas stocker, de pas chiffrer les jetons d'identité. Si Microsoft effectivement pouvait déjà vendre des choses qui étaient complètement sécures par défaut, ce serait déjà pas mal, on est bien d'accord. Surtout pour une position de monopole tel qu'ils ont, c'est clair qu'on pourrait attendre, on serait en mesure, en droit d'attendre peut-être, que leurs produits soient un petit peu plus sécurisés dans leur configuration par défaut. J'ai vu que, petite blague à part, hein, et après on passe au cœur de la matinale, j'ai vu qu'ils vont refaire aux assises la super conférence que j'avais vue au FIC. Un monde sans Active Directory est-il possible ? Et oui, il s'agit d'une conférence de Microsoft eux-mêmes. Donc Active Directory, c'est leur solution de gestion de privilèges et de droits et de groupes et de tout un parc informatique. Et ça me fait doucement rigoler que ce soit une presse par Microsoft eux-mêmes. Et en plus, la presse consistait globalement à dire oui, sans Active Directory, c'est simple, achetez notre Azure Active Directory. Comme ça, vous payez pas juste l'installation d'une machine, vous payez tous les mois. Et comme ça, on peut vous faire hacker un petit peu plus. Voilà, tout ça m'a fait doucement sourire. Ok, c'est parti pour les premiers titres. Le premier titre, il me semble que c'était cette vulnérabilité Exchange. On va commencer par lire le thread de Kevin Beaumont, qui était un serial shitposter sur Twitter, mais qui est quand même qui bosse à Microsoft maintenant. Donc il a suivi un peu les évolutions
Et on va voir que sa conclusion, c'est qu'en fait, c'était pas tellement une nouvelle vulnérabilité que l'exploitation de vulnérabilités déjà existantes, mais qui était chaînée d'une nouvelle manière. Donc, il trace le problème. Si vous voulez, on pourra peut-être regarder tout à l'heure ce write-up là, mais de mémoire, il est en vietnamien. Non, il est en anglais. Je raconte n'importe quoi. Sur un site vietnamien. Ce qui est important, c'est que c'est une vulnérabilité Exchange. Effectivement, c'est un peu le truc à retenir. C'est que c'est une vulnérabilité Exchange qui a été identifiée, non pas en recherchant la vulnérabilité, mais en constatant l'activité de hackers. Le souci n'est pas la D, mais les rétrocompatibilités qui laissent des failles partout, ouais, c'est clair, c'est clair. Kudo tout de même à Microsoft, parce qu'ils ont, en termes de rétrocompatibilité, ils sont quand même très très forts. Tout est rétrocompatible, mais du coup, effectivement, on se trimballe des trucs qui sont rétrocompatibles avec des systèmes qui ont 30 ans d'âge. Même Windows 10 est rétrocompatible avec certains trucs de Windows 90, 95. Donc c'est impressionnant, mais c'est clair que ça laisse des failles de partout, comme tu dis. Vivre sans Microsoft, c'est fort possible. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est fort possible. C'est une entreprise, hein. Ce n'est pas un concept informatique. On disait, on était sur le thread de Kevin Bodon. Alors, regardez write-up. Attendez un instant. C'est mon limiteur de temps. Il faut que je le limite. Lui aussi. Hop. Voilà. Alors, ce que nous dit ce bon Kevin, il dit qu'il y a deux parties. D'abord, il faut faire une requête qui exploite la vulnérabilité Proxy Shell. Donc Proxy Shell, c'est une vulnérabilité sur serveur Exchange d'il y a quelques mois, qui a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'en fait, ça a été comme toutes les vulnérabilités sur les serveurs Exchange, ça a été un vecteur de compromission assez important. Donc pour rappel, Exchange, c'est un serveur de mail qui est hébergé, que vous hébergez chez vous, et qui est le serveur de mail de Microsoft. Donc en gros, lorsque vous avez un Active Directory, c'est un peu l'étape d'après, c'est d'interfacer votre gestion des comptes en interne avec votre serveur de mail en interne. Et évidemment, ce serveur de mail, pour recevoir les mails, il doit être exposé sur Internet. Donc c'est embêtant parce qu'il s'agit d'un outil Microsoft, donc avec parfois le genre de failles dont on vient de discuter avec Aeros, qui sont présentes et qui est exposé sur Internet. Et c'est vraiment inhérent à son fonctionnement, hein. Ça sert à rien d'avoir un serveur Exchange uniquement en interne. Donc, Kevin nous dit red flag. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça commence par l'exploitation de la vulnérabilité Proxy Shell. Donc, peut-être que c'est pas vraiment une nouvelle vulnérabilité. Et après, on utilise le lien pour accéder à un truc sur le back-end, c'est-à-dire sur le système, sur le programme dans le système qui génère les réponses qu'on voit dans l'interface. Et c'est là où il y a la RCE, donc c'est là où il y a l'exécution de code. Et donc lui il dit, attention, est-ce que c'est vraiment une nouvelle vulnérabilité ou est-ce que c'est pas l'exploitation d'une ancienne vulnérabilité. Voilà, et là même il fait une autre hypothèse qui dit, ça pourrait même, attendez je vais vous grossir un peu ça pourrait même être non pas une vulnérabilité, mais en fait lors de l'attaque Proxy Shell, ça a été tellement compliqué à corriger, que peut-être qu'en fait c'est un attaquant qui a mis en place une porte dérobée, et que c'est ça qui fait que on peut revenir sur ces serveurs. Et peut-être que cet attaquant a attaqué un grand nombre de serveurs,
et que l'attaque qu'on voit c'est juste en fait la connexion à cette attaque, à cette backdoor. Oui, tu as raison Clériros, seul le relais Exchange est exposé sur internet normalement. Tu as raison, tu as tout à fait raison de me reprendre. Alors, je reviens sur ce que nous dit Kevin. Il dit, regardez, ce qui est intéressant, c'est que la remédiation de cette vulnérabilité, c'est la même que la remédiation de Proxy Shell. Donc, un autre argument pour dire que c'est la même vulnérabilité. Voilà, là c'est la partie que j'ai résumée. Et il dit que ce serait un nouvel exploit plutôt qu'un de nouvelle vulnérabilité. Il l'a testé sur Shodan et il voit que beaucoup d'organisations n'ont pas fait la mise à jour pour corriger Proxy Shell. Donc Shodan c'était une sorte de moteur de recherche pour les vulnérabilités qui permet de rechercher très vite un grand nombre de serveurs. Et dit que les exploits publics étaient assez nazes, du coup peut-être que juste quelqu'un s'est mis à avoir un bon exploit. Voilà. Là, il y a un autre write-up avec une vulnérabilité, une description plus précise dans le code source. Voilà, on accélère un peu sur le thread. Hein. Donc, ses conclusions à ce stade-là, c'était il y a quelques jours, dit pour moi, c'est pas un zero day avec vraiment une vulnérabilité zero day. Ça reste une menace parce que même l'exploitation d'un truc connu en fait peut être très impactante. ZDI, c'est ceux qui ont publié, je crois, un truc. Et il y a des gens qui sont toujours dessus en fait depuis fin août et qui arrivent à compromettre plein de serveurs. Ça, si je ne m'abuse, ça devrait être ce qu'on regarde exactement. Il l'appelle Proxy Nutshell. Donc on regarde ce gars qui effectivement, si vous dites mais c'est un shitposter de l'extrême, c'est vrai. Mais c'est lui qui avait donné le nom de Bluekeep et il bosse chez Microsoft. Eh bien il y a plein de monde. Bienvenue tout le monde. Bienvenue Bbox, bienvenue Coldy, bienvenue dans le chat. Ouais, on peut mettre le DC dans le DMZ carrément. Mettons la NTDS.DT sur Pastbin à ce moment-là, histoire que ça aille plus vite. Blague à part. On reprend la vulgarisation. Ok, ça c'est... Là il reprend que les infos qu'on a vues. On regarde rapidement la source primaire, parce que c'est toujours mieux de regarder les sources qui viennent directement de Microsoft. Il y a eu une update hier. Ils disent globalement ce qu'a dit Kevin, il faut enlever PowerShell. Et il y a un nouveau blog spécialement pour détecter cette attaque. Mais on voit que c'est quand même des vulnérabilités de 2022. Donc Microsoft en tout cas a considéré que c'était des nouvelles vulnérabilités. On regarde le résumé. Microsoft est en train d'investiguer 2 Zero Day sur le produit Microsoft Exchange
2013, 2016, 2019, c'est une question importante, qu'est-ce qui est vulnérable, qu'est-ce qui n'est pas. Salut Saruman Lord. PowerShell est un langage de script d'admin qui vient de Microsoft, qui est particulièrement verbeux et qui de base te permet d'avoir un langage un peu comme ce que tu as sur Linux, mais plutôt dans le monde Windows. La première vulnérabilité, c'est ça ce qui m'intéresse en particulier, c'est une SSRF, donc ça veut dire qu'en gros ce que tu peux faire c'est que tu peux générer, tu peux trigger le fait que le serveur fasse une requête vers l'URL de ton choix. Et le deuxième, c'est la RCE, quand PowerShell est accessible pour l'attaquant. Tu dis, Briaeros, que PowerShell est coupé pour les non-admins. Là, on touche vraiment les limites de ma connaissance de Microsoft Exchange. La question, c'est... en fait... Ah, et t'as coupé. Ah oui, ok, j'avais pas compris. My bad. Parce que, en fait, la question c'est que là ils disent tu as PowerShell est accessible pour l'attaquant. Est-ce que ça veut dire que dès que PowerShell est accessible pour les admins, est-ce que ça veut dire que dès que PowerShell est accessible sur le système sous-jacent à Exchange, enfin plein de... À quel moment est-ce que l'attaquant y a accès? Est-ce que c'est quand c'est uniquement accessible aux admins? Est-ce que c'est uniquement quand c'est accessible au service qui fait tourner Exchange aussi? Non, on peut filtrer, ouais. On peut chercher une privilege escalation. Ouais, après, le but, ça va être vraiment de rendre l'exploitation de plus en plus difficile. Donc, pour ceux qui sont pas familiers, privilege escalation, c'est-à-dire quand on arrive et qu'on n'a pas de compte, ou qu'on a un compte avec des privilèges très réduits, l'idée c'est de gagner au fur et à mesure des privilèges de plus importants jusqu'à ce qu'on soit admin. Mais l'idée c'est que en fait tu réduis quand même l'impact de ta vulnérabilité et si du coup ta seule manière de tirer parti de l'exploitation de cette vulnérabilité c'est de trouver une mauvaise configuration qui existe par ailleurs, du coup cette vulnérabilité seule suffit pas à pirater complètement rien que le système info. Ok, donc Briaeros, tu fais de la recherche sur l'exploitation de cette vulnérabilité là. En parallèle, je continue à suivre à lire l'article. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ils n'ont pas updaté cette partie-là, c'est que Microsoft n'a pas encore de correctif. Donc, charge à eux de donner assez vite un correctif. Là aussi, hein, c'est le problème d'avoir un monopole un peu comme ça, d'être aussi central et de devoir réagir très vite. Microsoft Exchange Online. Ouais, alors là, ils font la pub de leurs produits. Pareil. Voilà. Ok, je pense qu'on a globalement l'idée générale. Derrière ça, il est 33, donc je vais passer aux autres titres. D'autant plus que je voulais faire un focus sur un autre titre un peu technique. Donc on va continuer sur le reste des infos. Snowden, j'ai tout dit, hein. Snowden il a eu la nationalité russe un jour avant la mobilisation. On rigole bien en disant qu'il va être déployé en Ukraine, mais c'est pas vrai. Enfin, a priori, il va pas toujours tout de suite être déployé. Optus, on va parler un tout petit peu d'Optus, parce que c'est quand même un piratage important. Pourquoi j'avais Figaro? Ah oui. Optus, dernière nouvelle d'Optus, c'est une compagnie australienne, ils ont demandé au FBI d'aider pour retrouver le coupable. Et le problème c'est qu'il a volé des données de millions d'utilisateurs, sauf que Optus, si mes souvenirs sont bons, Optus, c'est une entreprise qui fait de la sécurité, donc une fuite de données, c'est très très impactant, parce que ça peut permettre de pivoter, c'est-à-dire d'attaquer les gens qui sont dans la fuite de données. Évidemment, comme à chaque fois qu'une entreprise se fait pirater, tout le monde dit que l'attaque est très sophistiquée, mais ça veut juste dire, généralement tout le monde dit que c'est sophistiqué dès qu'ils ont réussi à se faire péter.
C'est parce que c'est une manière de se dédouaner un peu. De dire, ouais, mais c'était trop fort. Ok. Le ministère de l'Intérieur a dit a laissé entendre que Optus potentiellement avait mal géré sa sécurité, voire c'était une affaire d'insider. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une API qui a laissé les clients d'Optus, qui a laissé fuiter des informations des clients d'Optus. Voilà. Et qui était exposé sur internet. Donc tout ce qu'on disait à l'instant sur l'idée de mettre les bases de données avec les mots de passe sur Passbean, eh bien c'est un petit peu équivalent à ce qui s'est passé. Sauf qu'on disait ça pour rigoler. Alors le gros souci est que Microsoft et le RGS sont aussi extrêmement complexes, intenables. Ouais, ça vient notamment de leur rétrocompatibilité. Parce que du coup, ils ont des bases qui sont très très anciennes. Notamment sur des trucs aussi vieux que Active Directory, Exchange ou genre Windows. La faille habituelle, c'est l'humain sous-formé, c'est vrai, on est bien d'accord. Et sous-sensibilisé. Du coup, le fixe est simple, tuer les humains. Ouais, alors... j'ai pas de mascotte IA comme Cache et Superama ou Qu'est-ce que tu geek qui pourrait se faire l'avocat de ce genre de fixe. Malheureusement, donc moi je vais dire non. C'est non. L'attaquant réclame 1 million de rançon pour ne pas faire fuiter cette information ou pour la récupérer sur le forum Bridge Forums. Et ça a été vérifié, donc par ce chercheur, ce journaliste en cybersécurité. Voilà, je pense qu'on va passer à la suite du programme, hein, on va essayer d'être un peu plus rapide. On se concentre sur un article et en fait le reste on est un peu plus rapide. Parce que la dernière fois en effet, parfois on part un peu dans tous les sens. Les hackers iraniens en Albanie. Ils sont passés où? Bah tout est dans le titre, hein, tout est dans le titre, je retrouve plus l'article, donc on va tout dans le titre, hein, c'est le CISA qui avait... Attendez, non, c'est ça. Je reconnais le logo. Hé hé. Voilà, le CISA, donc qui est l'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis, qui publie une communication disant que il y a eu des opérations cyber contre le gouvernement d'Albanie en juillet et en septembre, et ils ont dit qu'ils ont investigué avec l'aide du FBI, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu que c'était des hackers vraisemblablement iraniens, en tout cas que eux ils attribuent à l'Iran, et que ces attaquants étaient là depuis assez longtemps. Voilà, ça a été lancé en juillet. Et ils étaient là depuis 14 mois, donc c'est pas déconnant comme timeline. Quand on parle de piratage par des attaquants très sophistiqués, 14 mois c'est pas absurde. Hein. Sur un ransomware ça va être de l'ordre de 1 mois, 2 mois, peut-être 3. Mais si l'attaquant s'attaque à une cible particulièrement importante, pas une cible gouvernementale ou quoi, comme c'est le cas ici, et si en plus l'attaquant est assez sophistiqué ou soutenu par un État, il va privilégier la discrétion à la rapidité. Donc c'est pas absurde d'avoir des attaques qui se déroulent sur aussi longtemps que 14 mois. Voilà, et pendant 1 an, ils ont maintenu leur accès et exfiltré des mails régulièrement. Et alors là, c'est super intéressant. Donc là, qu'est-ce que c'est dit? C'est la timeline, c'est
Entre mai et juin 2022, ils ont commencé à pivoter et essayer d'élever leurs privilèges, donc exactement ce qu'on vient de dire quelques messages plus haut. C'est-à-dire devenir administrateur du domaine. Donc là pour le coup on est sur une timeline assez similaire à du ransomware. En juillet, ils ont détonné leur ransomware avec un petit message d'activisme. Et ils ont détecté, ils avaient toujours accès au réseau, et ils ont détecté qu'il y avait une réponse mise en place par les équipes de sécurité qui ont remis des backups, etc. Et là, ils ont balancé un malware qui est pour le coup un wiper. Donc il ne s'agit pas de bloquer jusqu'à ce qu'on reprenne la rançon. Il s'agit de détruire complètement les PC. Et ça c'est intéressant parce que sur les attaques par ransomware, il y a toujours, mais on se pose rarement la question, mais il y a toujours un risque que les attaquants comprennent qu'on réagit, que les défenseurs sont en train de réagir, et qu'ils cherchent à se protéger. Et là, typiquement, c'était le cas, mais parce qu'en fait, c'était pas un vrai gang de ransomware, en fait, c'était un groupe d'attaquants beaucoup plus sophistiqué. Souvent, les groupes de ransomware, ils s'en fichent, hein. Soit ils peuvent se faire de l'argent, soit ils ne peuvent pas, et ils ont pas de temps à perdre. Donc c'est pas... D'habitude, il n'y a pas autant de questions, mais en fait, c'est intéressant de voir que ça arrive. Parfois, on pense se retrouver face à un groupe de ransomware, et en fait, non, manque de bol, c'était un groupe d'attaquants étatiques. Voilà pour ce petit article. Je vous propose de passer à la suite du programme, qui est Microsoft sans mot de passe. Allons-y, ça doit être ce lien-là. Et ils annoncent le déploiement, la preview d'un service de single sign-on. Donc single sign-on, c'est ce qui vous permet d'avoir un mot de passe et qui permet de rentrer votre mot de passe une fois dans la journée et pas 50 000 fois par jour. Idéalement, en gros, vous vous connectez au portail Microsoft et après vous avez accès à toutes vos applications, que ce soit vos mails, que ce soit Teams, etc. Et alors là, ce qu'il dit, c'est que ce serait le cas, mais uniquement évidemment pour l'Azure AD. Donc c'est-à-dire la solution de gestion des identités. Ouais, mais on parle pas de la même chose, Bbox. C'est uniquement pour l'outil de gestion des identités de Microsoft qui est dans le cloud, qui est Azure AD. Et l'idée c'est que, en fait, a priori, ils authentifient l'ordinateur sur lequel tu connectes. Ils vérifient que c'est un ordinateur qui est relativement safe, qu'il n'y a pas eu de modification, que c'est un ordinateur qui est joint au domaine, c'est-à-dire qu'il est connu par l'outil de gestion des identités. Et de ce que je comprends, ça va être uniquement pour des services qui sont basés sur Azure AD. Et avec Windows Hello, et donc petite blague de Bbox qui disait Microsoft sans mot de passe c'est depuis longtemps chez les particuliers, ouais, et c'est notamment lié à l'ouverture de session chez Microsoft, mais c'est beaucoup plus simple chez les particuliers parce qu'il n'y a pas d'interfaçage avec d'autres comptes, sauf peut-être ton compte Microsoft si tu utilises Outlook. Mais là, quand on parle de système d'entreprise, évidemment, tu as 50 000 applications qui sont tous interfacées avec ton Active Directory. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un single sign-on. C'est intéressant de ne pas rentrer ton mot de passe parce que tu as une gestion unique de toutes tes applications et tout ce qui est intéressant si tu es tout sur Microsoft. Et c'est intéressant hein, parce que y a quelques messages plus haut, je crois que c'était Bria Heroes qui disait le problème c'est toujours l'humain sous-formé. L'idée de Microsoft est de dire si on supprime les mots de passe, il y a moins de soucis parce que il y aura moins de mots de passe tout nuls et en fait on fera moins de confiance aux humains. Voilà. Avant de passer à la suite, qu'est-ce que je pense des Anonymous? Ça dépend de quoi on parle. Si je pense que parfois on a tendance à un peu les mettre en avant
alors que c'est quand même très difficile de savoir si quelles sont vraiment leurs capacités. Est-ce que c'est juste faire des petits DDoS tout pourris? Est-ce que c'est vraiment un groupe organisé, ou est-ce que c'est n'importe qui fait un petit hack dans son coin et se revendique d'Anonymous? Donc je suis pas fanade d'en faire quelque chose, de glorifier un peu ce groupe. C'est très cool quand ils ont pris certaines positions. Moi je suis très content qu'ils aient fait ça, mais je les qualifierais pas de plus grands groupes de hackers, enfin de meilleurs groupes de hackers dans le monde. J'alimenterai pas la hype à ce sujet, quoi. Voilà, et je vais parler de token physique FIDO, mais ça remplacerait idéalement du coup le mot de passe. Voilà, avant de passer au sujet d'après, un bug dans la Matrix, on va passer très très vite, hein, il est 45, on va passer très vite. C'est ici. Pour le contexte, Matrix, c'est un protocole de chiffrement de mots de passe décentralisé. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 3 vulnérabilités qu'ils ont chaînées. Voilà, chaîné 3 attaques pour avoir un cassage de l'authentification, autrement dit, pouvoir envoyer des messages en se faisant passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et un cassage de la confidentialité, autrement dit, pouvoir déchiffrer des messages. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait avancer la recherche. Donc, les concepteurs du protocole vont pouvoir corriger. Ce qui est complexe, c'est que Matrix étant décentralisé, il va falloir que tout le monde fasse la mise à jour. Donc, il n'y a pas de gouvernance, vraiment. Et puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aussi, les papiers comme ça... c'est quoi leur université? Sheffield, Londres. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent les attaques comme ça, c'est des trucs qui sont hyper sophistiqués et c'est très compliqué de les réutiliser dans la pratique. Salut Lightman. Bon lundi matin à toi. Je passe sur l'article en lui-même, mais donc voilà, pas oublier que souvent les articles universitaires présentent des vulnérabilités qui sont un peu compliquées à exploiter dans la vraie vie. Je pense par exemple à tout ce qui est vulnérabilité de TLS. Dans la pratique, c'est quand même un peu une purge à exploiter en vrai. On termine nos titres du jour. Transit, on a tout dit tout à l'heure, hein, c'est un échange de crypto-monnaies qui se sont fait pirater pour la modique somme de... Attendez un instant, je vais vous le dire. Je vous mettrai des liens sur YouTube pour avoir plus d'infos. C'est où? 21 millions de dollars, 23 millions de fonds. Ou c'est entre 21 et 23 au moment où ça a été fait. Et la compagnie a l'adresse IP, l'adresse mail et les adresses dans la blockchain, les adresses des wallets de l'attaquant. Et cherche à récupérer les fonds. Sauf que l'intérêt de la blockchain, c'est que c'est un peu le Far West, il n'y a aucune règle, aucune loi. Donc bon courage à eux pour rechercher et récupérer les fonds légalement. C'est tout le problème et l'intérêt de la blockchain. Bienvenue au passage sur le chat, Lightman. La compagnie d'électricité du Ghana, pareil, a été chiffrée, c'est un ransomware, je vous relis pas l'article, hein, on passe à la suite du programme. Si ça vous intéresse, on pourrait y revenir si jamais il y a des gens qui restent un peu après. Mais a priori, c'est un ransomware. Enfin, il y a un article, tenez, je vous montre un minimum, de Trellix. Trellix, donc, qui est la réunion de 2 boîtes de cyber qui doit être, je sais plus, pas mendiante, mais je sais plus quelle boîte.
et qui dit dès que Nancy Pelosi, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines, est arrivée à Taïwan, ils ont vu des attaques assez sophistiquées de la part d'APT-27, qui est un groupe d'attaquants d'origine chinoise, ou en tout cas backé par le gouvernement chinois. Donc probablement pour continuer la politique chinoise d'intimidation. Voilà. Ce qui est la politique chinoise d'expansion dans le Pacifique. Je vais essayer de rallumer ma caméra, attendez un instant avant de passer à la suite. Ça se rallume doucement. Ok, la suite du programme. Hop, je mets ma caméra, bougez pas. C'est quand même dommage de pas... j'allais dire de pas vous voir, mais non, je vous vois jamais. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai l'impression de mieux vous voir quand je mets ma caméra. Voilà. Let's go. Ok. La suite du programme, c'est la petite roue des ransomware qui a été frappée cette semaine. Logiquement, si vous avez regardé le titre du stream, vous avez tous la réponse. Et oui, c'est la ville de Caen. La ville de Caen qui a annoncé être touchée par une cyberattaque. Les services publics à proprement parler, les services de la mairie sont tous impactés. Les services publics, eux, n'ont pas eu d'impact plus embêtant que ça. Lightman TV, tu me demandes s'ils ont été ciblés par APT-27. Oui, l'article de Trellix. Je pense qu'on peut faire confiance à Trellix, hein, c'est la réunion de... je sais plus quelle deux boîtes de cybersécurité américaine, un antivirus et une boîte de service. Et là, même carrément, tu vois, là, dans cette phrase, il cite carrément l'armée populaire de libération, donc c'est le nom de l'armée chinoise. Ah ouais, ils se sont fait accompagner d'un groupe APT27_attack. Ah non, pardon, j'ai mal lu la phrase. Ok, je me corrige. Après la visite de Nancy Pelosi, l'armée chinoise a mis en place une stratégie d'intimidation, hein, comme d'habitude. Et en plus de ça, il y avait des attaques type DDoS par un groupe qui se faisait appeler APT27_attack. Et c'était des attaques DDoS. Voilà. Le DDoS c'est un peu tout pourri comme attaque, hein, ça c'est pour bloquer les sites. Et en fait, eux ils disent qu'il y a eu des choses un peu plus sophistiquées, d'après ce que j'ai l'impression. Non, en fait il n'y a pas eu grand chose de tellement plus sophistiqué. Je lis en diagonale, hein. Je suis revenu et après on revient sur Caen. Ça fait un impact carbone assez important, hein, faire les allers-retours Chine, Taïwan et Caen. Voilà, ils ont ciblé, en fait, probablement ce qu'ils veulent dire, c'est que en même temps, les vrais groupes d'attaquants sophistiqués ont ciblé vraiment les trucs un peu plus sensibles. Mais évidemment, c'est compliqué de mener une attaque sophistiquée sur juste quelques semaines. C'est quand même très... ça prend du temps de faire des attaques sophistiquées. Voilà, et ils disent c'est du bullshit. Le groupe APT27_attack, c'est clairement pas le groupe APT. Que eux, ils appellent Panda émissaire, d'accord.
Voilà, et puis le truc c'est que les groupes d'APT ne disent pas qu'ils sont des groupes APT. APT c'est un terme et c'est même un concept très occidental. Hein. Évidemment, les groupes d'APT, vous allez trouver des groupes chinois, vous allez trouver des groupes russes, des groupes iraniens, éventuellement vietnamiens. Il y a aussi des groupes de hackers qui sont soutenus par les gouvernements occidentaux, ne serait-ce que les services secrets. Étonnamment, ils ne sont pas considérés comme des APT parce que APT, par définition, c'est un concept occidental, donc on parle plutôt des adversaires de l'Occident. Voilà. Quand tu regardes la matrice MITRE, c'est-à-dire c'est une matrice qui recense tous les types d'attaques, tous les modes opératoires des attaquants, ben on voit que le groupe d'attaquants qui se réclame APT27 n'avait rien à voir avec le vrai APT27. Voilà. En rouge, c'est ce qui a été... En rouge, c'est ce qui est fait d'habitude par APT27. En bleu, c'est ce qui a été vu ici. Donc il n'y a pas du tout d'intersection. Tout ça, c'est pas suffisant pour dire c'est les mêmes attaquants ou c'est pas les mêmes attaquants, évidemment. Mais ça permet d'avoir au bout d'un moment un certain nombre de conclusions partielles quand même. Briaeros, tu dis le DDoS est parfait comme un chiffon rouge durant qu'on exfiltre les données sur des serveurs secondaires. Ouais, et puis c'est parfait pour attirer l'attention sur un endroit. En fait, ça coûte rien à faire le DDoS, ça a très peu d'impact, mais ça mobilise toutes les équipes de sécurité de l'adversaire. Donc c'est quand même assez intéressant pour ça. Voilà. On revient à Caen. On prend l'avion, ellipse narrative sur les quelques heures d'avion. On revient à Caen. Je pense qu'on a tout dit en fait sur Caen. Globalement, la ville continue à fonctionner. J'ai des informateurs sur place qui me disent qu'ils n'ont pas vu la différence. Mais la mairie, la ville elle-même a publié un communiqué disant qu'ils avaient été ciblés et que les services de la mairie, eux, s'étaient mis à l'arrêt. Ou en tout cas en mode dégradé. Quelques mèmes. L'idée c'était de faire chaque semaine un petit mème. On est le 3 octobre. Ce samedi c'était le début du mois d'octobre. Et octobre, vous le savez, c'est le cybermois. Ou en anglais le Cyber Security Awareness Month. C'est-à-dire c'est le mois où il faut être très aware de la sécurité. Donc voilà, soyez aware s'il vous plaît. Merci. Non, plus sérieusement, hésitez à parler de la cyber. Et là on a un mème qui dit voilà, c'est important de faire des bons mèmes pour en octobre parce que c'est ça qui attire l'attention et qui fait qu'on parle de la cyber dans le grand public. Donc charge à nous de faire des bons mèmes. Voilà. Ceux de ce matin sont de qualité assez moyenne, je vous l'accorde, mais on est là. Cette image qui m'a fait quand même bien marrer. Je sais pas si vous avez la ref, mais il y a eu des fuites, 4 fuites, sur le pipeline Nord Stream. Et donc ces fuites, elles sont quand même très régulières, elles sont à 4 endroits différents, elles sont toutes déclarées en même temps. Ça peut être accidentel, mais c'est quand même très peu probable. Et je sais pas si vous voyez, ça c'est les deux Russes qui sont allés visiter la cathédrale de Salisbury, là dans la ville où était l'ancien agent du FSB Alexis Skripal. Et ils ont fait une interview à Russia Today où ils disaient oui, nous ce qui nous intéressait c'était la cathédrale, et ils citaient des choses que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, genre ah oui, la cathédrale c'est celle qui a le plus grand nombre de marches en Europe, et c'est pour ça que nous on voulait voir la cathédrale. Évidemment, c'est un truc que tu fais une recherche en 2 secondes sur Wikipédia, tu trouves tout de suite. Donc c'est très vraisemblable, ouais. Et donc pour le contexte, voilà, ils sont allés à Salisbury, ils sont pas allés dans la direction de la cathédrale, ils sont allés dans la direction de la maison de Skripal, et quelques heures après, Skripal a été retrouvé mort, empoisonné. Donc, et donc là, ils peuvent dire oui, nous on voulait visiter le fond de la mer du Nord. En parler c'est bien, en faire c'est mieux, ouais, mais pour en faire, pour qu'il y ait des gens qui en fassent, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. C'est clair.
Ils aimeraient sûrement visiter la rue de la Soif à Caen également. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et boire du cidre. Dernier petit mème qui m'a fait bien marrer. Et c'est quelqu'un qui dit que un de ses amis a appris le COBOL et il s'est retrouvé à bosser sur une base de code où le dernier changement a été fait dans les années 90 par sa mère. Et le mec répond ok, c'est pas comme ça que le concept de héritage est censé fonctionner en programmation. Et c'est vrai, ce n'est pas comme ça que le concept d'héritage fonctionne en programmation. Pour la ref, COBOL c'est un très vieux langage qui est utilisé pour les mainframes notamment, et on parlait tout à l'heure d'héritage et de rétrocompatibilité. Typiquement les banques ne peuvent pas, elles peuvent pas mettre en pause certains systèmes, typiquement tout ce qui est trading à haute vitesse, etc. Parce que les mettre en pause ça voudrait dire perdre des milliards à chaque seconde, et donc elles ne peuvent tout simplement pas mettre à jour ces systèmes là. Donc elles payent très très cher des programmateurs COBOL ou Fortran qui sont toujours en train de maintenir ces vieilles bases de code qui sont là depuis le début de l'informatique. Au moins. Voilà. Le concept d'héritage en informatique, c'est en programmation, c'est quand on crée, on crée des classes d'objets pour créer facilement des objets. Et qu'en fait, on peut créer des classes qui sont des sous-classes et qui héritent des mêmes attributs, qui héritent des mêmes caractéristiques que les classes qui sont au-dessus. Dernier petit truc, je sais pas quelle heure il est, il doit être 9h, non? Il est 9h. Bon, je passe très rapidement. Programmeur et pas programmateur. T'as raison, my bad. Je passe très rapidement sur le petit focus tech que je voulais faire, qui était d'utiliser VirusTotal comme un serveur de contrôle de logiciels malveillants, ce qu'on appelle un C2 pour Command and Control, et donc un Command and Control, c'est en gros c'est le serveur qui envoie les actions à faire à tous les petits logiciels malveillants que vous allez pouvoir disséminer dans le SI de votre cible. Et en gros ce que font ces logiciels malveillants, on appelle des comment on dit en français, des beacons, des implants. En gros les implants ils vont aller régulièrement faire des requêtes vers un serveur, et dès que sur ce serveur il affiche une commande à exécuter, eux ils l'exécutent. Voilà. C'est aussi simple que ça, et idéalement il faut que le contenu de la requête soit chiffré, et que ce soit un minimum encodé. Et donc là, si on regarde en 2 secondes dans le code, parce que je trouve ça quand même très marrant, on va regarder la vidéo, je la trouve très drôle. Donc VirusTotal, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, si vous ne connaissez pas, c'est très utile, c'est une plateforme d'agrégation d'antivirus. En gros, ils ont une soixantaine d'antivirus, et vous déposez un fichier, et les 60 antivirus vont scanner ce fichier, et vont te dire est-ce qu'ils ont tous identifié que c'était malveillant, ou au contraire, est-ce qu'ils considèrent tous que ça va, c'est bénin. Et notamment, il y a un onglet communauté où on peut mettre des commentaires. Et l'idée, c'est de mettre dans les implants et de la clé d'API, et donc de pouvoir envoyer des commentaires. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir échanger. Et moi, je trouve ça très drôle. Donc voilà, on va regarder la vidéo. Voilà. Il a son C2. Il envoie sa commande. Ça, c'est son implant. Elle reçoit la tâche getUID. Il envoie la commande PWD. Elle est encodée en base 64. Et vous voyez que là, l'implant à droite reçoit la commande. Tiens, on va mettre sur pause. Ça va trop vite, ça va trop vite. En plus, vous avez 2 musiques, non? Vous avez 2 musiques en parallèle. Voilà, donc là, il a décodé, il a reçu la tâche encodée en base 64, il la décode, il l'exécute.
Il encode le résultat, donc PWD, c'est la commande qui dit dans quel dossier on est. Et donc là, il est dans le dossier Program Files, Visual Studio, Enterprise, etc. Il encode le résultat, il l'envoie, et là on voit sur la commande du C2 que le résultat est reçu. Voilà. Et là, pareil, il va envoyer CMD Who Am I, ça encode cette commande, lui, il reçoit la commande. Voilà. Vu la taille de l'encodage, soit c'est chiffré, soit il y a probablement un peu plus de commandes que ça. Enfin, il y a des petites métadonnées en plus. VirusTotal peut scanner aussi les URL, ouais, c'est bien. C'est très complet, VirusTotal, c'est très complet. C'est très pratique. Et on met la fin de la vidéo et on discute de ça après. Ouais, là, vous voyez, il a une énorme commande reçue. Et donc, on peut faire vraiment se balader dans le système de fichiers. Voilà, donc là, il a exité son implant. Et si on regarde dans l'onglet communauté, est-ce qu'il n'y a pas des commentaires? Et ben on va voir, en fait, on va retrouver toutes nos commandes. Voilà. On va retrouver toutes les commandes qui ont été passées et qui ont été postées sous forme de commentaires. Voilà. C'est pas hyper discret, mais c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Pourquoi c'est trop puissant? Effectivement, donc VirusTotal, là, il sert de C2, donc il sert de passerelle entre les deux programmes. Et pourquoi c'est pratique? Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que souvent, les antivirus ou les solutions de sécurité, elles vont avoir une liste blanche, elles vont avoir une liste d'exclusion de choses qu'elles vont scanner. Et typiquement, tout le trafic qui va vers VirusTotal, comme c'est un produit qui sert aux antivirus, et ben souvent elles vont pas, souvent le trafic est pas analysé ou est pas recherché à la recherche de choses malveillantes. Donc ça, voilà pourquoi prendre VirusTotal comme passerelle. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Il doit être... on a pris un peu plus de temps que prévu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez un instant. Non, stop. Tu te tais. Oui, merci. Ah. Ok, il est 9h07. Et ben on est quasiment à l'heure. Fallait y penser, ouais, c'est clair. C'est très drôle. Bon, je trouve ça très drôle. C'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire une petite méditation cyber? L'idée est de faire une méditation comme ce qui se fait... J'ai pris l'idée à Ostpolitik, mais de commencer sa journée par une petite méditation. Et je vous propose Voilà, on peut faire une petite méditation très rapide. On va faire ça. Hop. Ne bougez pas. Je trouve de la petite musique. Dubstep, non, c'est pas ça, non. Je vais essayer de prendre quelque chose sans copyright. Je coupe la musique de fond. Et c'est parti pour cette petite méditation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Voilà, alors on va fermer les yeux. On va se concentrer sur ses sensations et sur son énergie.
va essayer de sentir toutes les informations que nous transmettent cette énergie. Peut-être qu'il y a des variations dans le flux de cette énergie. Un peu comme un champ électrique, un champ électromagnétique qui irradie du centre de notre corps. Et voilà, on va essayer de sentir les variations, comme dans une onde électromagnétique. Ces variations-là qui transmettent l'information. Donc vous voyez les ondulations de ce champ, de votre énergie interne. Vous décodez ces informations. Vous voyez que ces variations, elles encodent des 0 et des 1. Alors, de manière inconsciente, vous faites la translation, la traduction de ces 0 et des 1 grâce à un protocole comme ASCII ou UTF-8. Voilà, vous essayez d'abord l'encodage ASCII, et puis maintenant l'UTF-8 parce qu'il y a quelques caractères un peu spéciaux. Mais on fait une méditation, donc on essaye de s'affranchir des caractères, donc on va utiliser l'UTF-8. Et donc vous êtes à l'écoute de ce flux d'informations. Et ce flux d'informations, il vous dit qu'il est 9h11, qu'il vous souhaite une excellente journée. Et il vous dit aussi, il vous souffle dans votre oreille, n'oubliez pas de vous abonner à Pour Info. Et passez une excellente semaine. Voilà, c'est une méditation un peu courte. Je vais baisser la musique. C'est une méditation un peu courte, mais parce qu'on est un petit peu à la bourre. Idéalement, je vais essayer de tenir les horaires de 8h à 9h tous les lundis matins. Donc voilà, pour ceux que cette petite matinale cyber a intéressé, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a amusé. Et puis j'espère que vous pourrez revenir dans les semaines suivantes. Pour ma part, on va faire une petite... une matinale la semaine prochaine. Il n'y en aura pas la semaine d'après, vu que je vais faire un petit break. Mais je vous en parlerai bientôt, un peu plus en détail. Voilà, merci d'être passé. Bienvenue à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première... Bienvenue à tous ceux qui sont venus pour la première fois dans ce chat. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, c'est là où vous pourrez suivre tout le reste de mes aventures. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et évidemment, je mets le lien également sur la rediff sur YouTube. Et si jamais vous êtes entre Bordeaux et Toulouse, je vous envoie un message dans le Discord ou sur YouTube. N'hésitez pas à me faire signe parce que je passerai entre Bordeaux et Toulouse d'ici 2 semaines. Donc je serai ravi de rencontrer tous les gens qui suivent la chaîne et discuter avec les gens au passage. Voilà, je vous mets le lien du Discord, tous ceux que ça intéresse. Et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, défendez bien, attaquez bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle matinale cyber. Peace, prenez soin de vous. Et non, on fait pas de... Je pense qu'on va pas faire de raid sur Twitch, parce que... Quoique vous êtes nombreux sur Twitch. Si, il y a Gastronogeek. Allez, il y a Gastronogeek. Mais je trouve rarement des trucs intéressants le lundi matin. On va aller chez Gastronogeek. Voilà, je lance ce raid. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Des cyber bisous. Et 3 secondes. Et je vous souhaite une excellente semaine.